Caro Keraland présente Caro Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et Maison de la Peur vous offrent un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Caro Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Caro Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Caro Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Guyane, actualité. Emmanuel Macron est en Guyane depuis ce matin. Que retenir pour cette première journée? Nous détaillerons les différentes annonces faites par le président de la République depuis son arrivée aux alentours de 6 heures du matin. Pêche et agriculture notamment. Je suis venu voir ce qui va et ce qui va moins, selon le chef de l'État. Dans le reste de l'actualité, une manifestation hier à Kourou. Près d'une centaine de personnes s'est mobilisée pour dire non au projet mené par la société Sudmil. Et puis enfin, nous reviendrons sur le match du week-end, Guyane contre Haïti. C'était samedi au stade Edmar Lamar et Miremont-Joly. Les deux sélections se sont quittées sur un match nul. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Journal présenté par Arnaud Berry-Loltier-Der. Bonjour Arnaud. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, 7 ans après 2017, Emmanuel Macron est de retour en Guyane. Le président de la République a atterri tôt ce matin vers 6 heures pour un déplacement d'1 jour et demi. Sécurité, orpaillage, autonomie, enclavement, pêche, agriculture, énormément de sujets sur la table et un peu de temps pour y répondre puisque Emmanuel Macron repartira dès demain mardi à la mi-journée pour le Brésil. Juste après son arrivée sur le tarmac de l'aéroport Félix Éboué, Emmanuel Macron, entouré des ministres et secrétaires d'État, Christophe Béchu, Marie Guévenoux et Hervé Berville, a dressé les contours et les objectifs de son déplacement d'1 jour et demi. Je viens en effet après ce voyage de l'automne 2017 qui s'était déroulé dans un contexte très différent, on s'en souvient. Je regarde les engagements qui avaient été pris et que j'avais endossés, ils ont été à la quasi-totalité tenus. Certains sont encore en train de se décliner, je pense à la prison ou quelques investissements de long terme, mais en 7 ans, des moyens supplémentaires à peu près dans tous les domaines ont été octroyés au territoire. Dès maintenant, nous allons commencer avec les ministres sur le 100% contrôle qui a permis de réduire drastiquement le trafic de stupéfiants. J'aurai l'occasion cet après-midi aussi en matière de sécurité de revenir sur l'opération Harpie. C'est l'un des sens de ce voyage, c'est donner un nouvel élan à Harpie et de bâtir aussi de nouvelles coopérations avec nos partenaires brésiliens. Ensuite, l'objectif pour moi de ce voyage, c'est de revenir aussi sur ce qui n'avance pas assez vite à mes yeux. Je viens pour à la fois constater ce qui a été fait, mais voir aussi que nous avons d'immenses défis sur les questions économiques que j'évoquais, les questions d'avenir sur notre forêt, mais aussi les questions de santé. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et à acter, et j'y reviendrai tout au long de cette journée et de demain. Emmanuel Macron, c'était quelques minutes à peine après son arrivée à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays. Juste après, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est fait présenter le dispositif de lutte contre le trafic de stupéfiants, un passage presque systématique désormais lorsque les membres du gouvernement viennent ici en Guyane. Gabriel Serville, quant à lui, le président de la CTG, a interpellé le président de la République sur la question des délits de faciès dans le cadre du 100% contrôle à l'aéroport. Réponse du préfet, c'est insultant pour les forces de l'ordre. Antoine Poussier a avancé que la méthode de contrôle se faisait sans identification visuelle des voyageurs. Des annonces d'Emmanuel Macron concernant le secteur de la pêche. C'est un des nombreux secteurs où les professionnels attendaient des annonces du président de la République. En visite ce matin au MIR, le marché d'intérêt régional, marché de poissons, Emmanuel Macron a pris la parole pour annoncer des mesures face à la, je cite, prédation des voisins et au manque d'investissement de la filière. Étienne Cornec. Renouveler au moins 25 bateaux cette année, c'est la principale annonce faite par le président de la République depuis son arrivée sur le territoire. Nous avons besoin, a-t-il dit, d'un renouvellement de nos bateaux dans toutes les catégories. On rappelle que les pêcheurs guyanais attendent l'effectivité de cette mesure depuis 2 ans tout juste. Autre annonce faite ce matin au MIR, au marché aux poissons de Cayenne, le vivano pêché dans nos eaux sera considéré comme du poisson français. La taxe sera donc ramenée à 0%. Le président s'est également positionné pour un renforcement de la lutte contre la pêche et la commercialisation illégale.
multiplication des opérations de démantèlement contre les marchés clandestins et destruction des navires qui concurrencent les pêcheurs guyanais. Enfin, une structure sera mise en place dans l'ouest pour détruire les navires qui seront saisis dans cette partie du territoire. Objectif à terme, sécuriser la filière en intensifiant notamment le travail de formation des jeunes. Et puis sur place, à l'issue et de ces annonces, Étienne Cornec a recueilli les premières réactions de Léonard Ragnotte. C'est une victoire, a déclaré le président du comité régional des pêches de Guyane. C'est inédit quand même qu'un président de la République vienne passer plus d'une heure de son temps au marché aux poissons et dédié à la filière pêche guyanaise, troisième secteur économique de notre département. On ne veut pas vendre l'ours avant de l'avoir tué, mais c'est une victoire déjà. Deuxièmement, sur les annonces, des déploiements imminents de moyens supplémentaires et de lutte efficace cette fois-ci contre la pêche illégale sur notre territoire et la violation de nos frontières. Ils travaillent sur un point sur l'ouest guyanais pour la destruction des navires proliférant la pêche pirate sur notre territoire. Ensuite, il a parlé du renouvellement de la flotte et on a acté un nombre de 25 navires, donc qui mélangeraient des navires hauturiers et des navires côtiers d'ici septembre 2024. 25 bateaux annoncés, c'est une victoire, on se bat pour ça parce qu'il faut des bateaux nouveaux pour la sécurité des marins et pour la pénibilité en mer. Il faut améliorer ça et en troisième point, élément important, c'est l'attractivité. Il faut que nos jeunes qui sont désœuvrés aujourd'hui se penchent vers la filière économique et qui contribuent, qui travaillent dans cette filière à pouvoir nourrir notre population. Léonard Ragnotte, ce matin au Mire de Cayenne, il répondait aux questions d'Étienne Cornec. Et puis à noter que ce matin, Sandra Trochimara a interpellé le président de la République sur les problématiques des SDF à Cayenne. Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron, la maire de Cayenne alerte sur l'amplification du phénomène d'errance humaine. Selon la municipalité, le nombre de personnes en situation de précarité augmente. 10 000 personnes ont fréquenté les douches municipales l'an dernier et 2500 colis alimentaires ont été servis. Au nom du pacte de solidarité nationale, écrit Sandra Trochimara, la France ne peut rester sans réaction. Après le marché aux poissons, le président de la République a pris la direction de Matoury pour visiter une ferme de la commune. Sur une exploitation agricole, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité pour la France de prendre en compte la réalité des territoires ultramarins, les RUP, point crucial du développement agroéconomique, le foncier, mais aussi un foncier viabilisé. C'est la mission de la SAFER, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, a rappelé le président. La SAFER qui peine à répondre à la demande en terres immédiatement exploitables. Emmanuel Macron annonce un financement en soutien à la SAFER partagé entre l'État et la CTG à hauteur de 250 000 € par an chacun. La France est le premier pays de très loin à avoir des territoires dits ultra-périphériques. Enfin, ça veut dire des territoires qui sont notre République et donc l'Europe, mais qui sont projetés dans d'autres continents. Il faut prendre en compte leur logique et leurs différences. Ce n'est pas le cas assez aujourd'hui. Donc, on a besoin d'avoir un foncier qui est porté pour ces jeunes, qui soit pleinement viabilisé, qui soit donc débroussaillé avec des routes ou des pistes d'accès, avec l'électricité, ce qui permet justement d'enclencher les choses. Ça, il y a un consensus pour dire que c'est la mission de la SAFER. Et donc on va aider la SAFER à réussir sa mission. Et donc je vais ici dire très clairement que quels que soient les débats qu'il peut y avoir, ils sont de rang 2 à mes yeux. On fera ce qu'on s'est engagé à faire, c'est-à-dire que État et CTG, chacun en leur capacité, mettront 250 000 € par an de fonctionnement pour qu'on puisse enclencher les choses sur les années à venir. Et puis toujours sur la question du foncier, le président a également fait part de son désir de faire travailler de concert les acteurs privés et les services de l'État de façon à avancer rapidement, car, dit-il, nous sommes en retard. Et puis de son côté, Patrick Labranche, le président de l'interprofession animale, a pris la parole sur la question des normes européennes, des normes qui imposent des réglementations spécifiques sur l'utilisation de pesticides ou de produits chimiques. La filière agricole guyanaise dénonce la mise sur le marché de produits alimentaires qui ne répondent pas à ces exigences. Les professionnels attendent donc des réponses fortes face à cette concurrence déloyale. Patrick Labranche. Quand vous n'arrivez pas à satisfaire le besoin de votre population, qu'est-ce qui se passe ? La nature aura du vide. Des produits venant de l'extérieur qui rentrent de manière illicite, qui ne respectent pas les règles réglementaires que nous impose l'État membre et l'Union européenne, qui fait que vous produisez moins, donc forcément le consommateur il a besoin de manger. Donc il y a des produits illicites qui rentrent et comme des fois il faut pouvoir satisfaire les besoins alimentaires des gens, on a tendance à un petit peu fermer les yeux. Et là il faut qu'il y ait un travail fort de la part des services pour que on ne peut pas demander à l'agriculteur de respecter les règles. Il y a des produits qui sont totalement interdits aujourd'hui et que nous, ces mêmes produits-là qui sont interdits, ils sont produits chez nos voisins, ils arrivent sur notre marché, on a le droit de les consommer là. Il y a un non-sens.
La réalité économique. Effectivement, les réalités économiques des exploitants doivent être prises en compte dans les décisions annoncées concernant la réglementation, a conclu Patrick Labranche. Et puis Arnaud, Emmanuel Macron s'est rendu à Camopi. Et au programme présentation d'une exploitation au sein de la forêt primaire, ça c'est pour la formulation officielle, comprenez plutôt la visite d'un abatis. Juste après sera présentée une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. À quelques minutes de l'arrivée sur place du président de la République, nous avons recueilli la réaction de Mathilde Tatou et les premières adjointes à la mairie de Camopi. Un déplacement pour pas grand-chose, anticipe l'élu de la commune. Écoutez-la. C'est une déception pour pratiquement toute la population. Aller visiter un abatis, je vois pas du tout l'intérêt. En fait, c'est que la population réclame, c'est plus l'orpaillage illégal. Donc nous, on aimerait bien qu'il confirme l'installation du barrage. Non seulement il vient, mais il vient pas du tout visiter la commune. Il atterrit chez la Légion étrangère et il y va dans un village, enfin Saint-Soir, visiter l'abatis. Donc la commune, il est pas du tout sur le bourg. Donc même voir un peu l'école, il y a des choses qu'on aimerait bien évoquer avec lui, mais même au niveau de la population, ils sont pas conviés, c'est très restreint. Non, il y a des gens qui sont conviés et d'autres non, donc on ne voit pas du tout son but de venir sur Camopi. Il vient, il prend sa petite photo pour dire qu'après il est venu en la forêt amazonienne avec les Indiens, enfin les Amérindiens très éloignés. C'est un peu en mode tourisme. Et puis nous reviendrons sur cette séquence à Camopi dans nos prochaines éditions. Et puis de retour à Cayenne, le président a procédé à des remises de décoration à l'encre et a échangé avec les participants de l'opération Opéra de Paris en Guyane. Enfin, dernière séquence de la journée, ça sera ce soir, un dîner républicain. Avec les élus de Guyane pour aborder notamment les questions liées à l'autonomie et à l'évolution statutaire. Par voie de communiqué, les deux députés ont réagi. Nous refusons de participer à un dîner qui abordera la question primordiale et impérative de l'avenir de la Guyane entre le dessert et le digestif. Davy Riemann et Jean-Victor Castor refusent donc de prendre part à l'ensemble des séquences du programme présidentiel construit toujours selon le communiqué unilatéralement par l'État. De direction donc demain pour le président de la République vers le centre spatial guyanais à Kourou avant de s'envoler vers Belém. Radio Pays, 18h13, la suite du journal. Arnaud Béharry-Lolsiarder. À Kourou, hier, une manifestation contre le projet Sudmine. Et le calendrier n'a pas été choisi au hasard. Les opposants ont profité de l'arrivée en Guyane d'Emmanuel Macron. Selon les organisateurs de la mobilisation, un peu moins d'une centaine de personnes ont répondu présents hier sur le rond-point café. Pour rappel, ce projet, encore au stade d'exploration, prévoit d'extraire du coltan, un minerai rare utilisé notamment dans de nombreux appareils électroniques. Un permis d'exploration sur une vingtaine de kilomètres carrés a été déposé et accepté par l'État. On va écouter justement Dario Anatole, le porte-parole de l'association Agirde, qui est à l'initiative de la mobilisation d'hier aux côtés de la compagnie des guides et du village amérindien Kouano. On a exactement tous le même discours et les mêmes attentes. Déjà, la protection de l'environnement. Les Amérindiens ont leur lieu de vie qui va être pollué. Nous, à Girdé, nous sommes sur de l'agriculture. Ce sont toutes nos récoltes et tous les sols qui vont être pollués. Et la compagnie des guides, ils sont sur de l'écotourisme. Vous ne faites pas de l'écotourisme dans un endroit pollué. En fait, Girdé a souhaité se mobiliser avant la venue du président pour lui signifier ce refus qu'on a de voir cette mine de coltan s'installer, surtout qu'elle risque d'avoir un impact sur l'écologie qui va être désastreux par le biais d'atteinte à la biodiversité, mais pire que ça encore, on a également tout ce qui est prélèvement d'eau qui se fait sur le fleuve Kourou. Vu là où ils veulent s'installer, ça va impacter aussi les eaux du fleuve, et sachant que ça distribue l'eau potable sur l'ensemble quasiment du littoral de Cayenne jusqu'à Kourou. Dario Anatole, le porte-parole de l'association Agirde, un sujet préparé par Victor Zamit. On termine par un mot de football. Yana Doko et la sélection haïtienne se sont quittés sur un match nul. C'était samedi à 17h30 au stade Edmar Lama à Remire-Montjoly devant quelques 4000 spectateurs. Match amical organisé à l'occasion des 75 ans de l'AJ Saint-Georges et des 220 ans de l'indépendance d'Haïti. Après un début de match relativement équilibré, c'est la sélection d'Haïti qui a ouvert le
score avec un pénalty tiré par Dukens Nazon. Le capitaine guyanais Ludovic Ball, lui, a répondu en seconde mi-temps, lui aussi sur pénalty. Alors score final 1-1. Juste après la fin du match, le coach guyanais Jean-Claude Darcheville s'est dit fier de son équipe. Dans l'ensemble, on a fait une très belle performance et le score de parité, je pense que c'est logique parce qu'on a vu deux très belles équipes cet après-midi. Donc le match nul est logique. Tout simplement, ce que je retiens, il y a eu des nouveaux joueurs de notre côté qui ont donné satisfaction. Donc ça va nous permettre de travailler pour la suite. Comme j'ai dit aux joueurs ce matin et avant le match aussi dans les vestiaires, il faut savoir que c'est une sélection. Donc qui dit sélection dit ce sont les meilleurs qu'on appelle. Donc les joueurs qui ont démontré ce soir qu'ils avaient le niveau pour être en sélection, à l'avenir, on va compter sur eux, ça c'est sûr. Jean-Claude Darcheville, les propos étaient recueillis par Linley Berthier. Puis tout juste après ce journal, retrouvez José Blaisès pour Patawa Sport qui nous fera le résumé du week-end sportif. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. Les résultats ils sont à consolider et je demande que d'ici 3 mois à venir, on puisse me proposer une approche opérationnelle encore améliorée, c'est-à-dire consolider tout ce qu'on a appris, regarder aussi les innovations et l'adaptation auxquelles les orpailleurs illégaux vont immanquablement aller, puisque en permanence ils innovent, et c'est vrai que le prix de l'or aujourd'hui va les conduire à innover encore davantage, et donc je souhaite qu'on puisse bâtir d'ici à 3 mois une nouvelle génération. Elle doit se construire sur les très bons résultats qu'on a eus ces 2 dernières années, mais on ne doit pas s'en contenter et essayer d'aller encore plus loin dans la lutte contre l'orpaillage illégal. C'est absolument clé. Pourquoi ? Parce que d'abord ce sont des systèmes de délinquance qui nourrissent l'insécurité partout sur le territoire. Ensuite c'est une catastrophe sur le plan de la santé humaine et de la biodiversité, parce que ces sites détruisent de la biodiversité, détruisent des forêts, répandent aussi du mercure dans les cours d'eau et donc ont un impact immédiat à la fois sur les animaux, mais aussi et surtout sur les populations qui sont ensuite exposées. Donc nous allons sans relâche nous appuyer sur ces premiers résultats, mais aller plus loin, parce que je considère qu'on ne saurait s'en contenter. Dès demain après-midi au Brésil, notre volonté est d'aller encore plus loin dans ce Harpie 3 en termes de coopération avec nos voisins brésiliens. Celle-ci s'est beaucoup améliorée ces dernières années, nous l'avons vu à l'instant et témoignage en a été rendu. Elle peut encore s'améliorer, notre volonté est d'avoir une gestion encore plus intégrée, scientifique, mais également militaire et une coopération policière avec nos voisins brésiliens qui sont face au même fléau. Et donc notre volonté, à travers le déplacement de demain, de bâtir cette nouvelle stratégie qui aura vocation à se finaliser pleinement lors de la COP de l'année prochaine, qui nous permettra de consolider cette nouvelle stratégie transfrontalière. Ces derniers mois ont également permis d'améliorer la coopération avec le Suriname, et nous allons aller plus loin en l'espèce pour démanteler les filières de fourniture d'équipements et d'approvisionnement amont des guérimperos et des trafiquants. La question qui se pose, et ce vers quoi je souhaite qu'on aille toujours dans la conception du nouveau programme d'ici à 3 mois, c'est celle, dans certains endroits, d'installer de l'orpaillage légal respectant le code de la mine durable que nous avons bâti ces dernières années. Ce code, dont on parlait depuis des décennies, a été finalisé durant le mandat précédent. Le souhait, c'est qu'on puisse pleinement le décliner et structurer une filière qui n'utilise justement pas le mercure, soit exemplaire en la matière et permette en quelque sorte d'occuper ces sites dont on sait qu'ils sont des réserves importantes et qui éviteraient d'y attirer des orpailleurs illégaux, en tout cas réduiraient leur activité. Je veux d'abord qu'il y ait une concertation sur ces sites avec l'ensemble des élus locaux, de la filière justement mine durable guyanaise, avec aussi l'ensemble des experts des services de l'État, OFB et autres, pour qu'on définisse véritablement les sites sur lesquels on considérerait que cette stratégie serait pertinente. Mais c'est celle qui va nous permettre de continuer d'améliorer la protection du territoire, de la santé, et aussi de développer une exploitation minière légitime qui fait partie de l'identité et de l'histoire de la Guyane et que nous pouvons aujourd'hui beaucoup mieux encadrer. J'entends ce qui est dit sur une norme adaptée parce que la norme précédente n'existait quasiment pas et ne permettait pas de faire de la mine durable. Et donc quand vous entendez aujourd'hui des reproches sur la norme, c'est celle qui préexistait à ce code que nous avons changé et qui a été le fruit, je vous le dis, de plus de 10 ans de travail et de beaucoup de désaccords parce que le législateur y a travaillé à travers les majorités pour l'avoir vécu dans des conditions successives. Je veux vous dire que c'était un sujet très sensible parce que
les confrontations parfois idéologiques se sont opposées sur ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui on a quelque chose de solide, qui est robuste d'un point de vue et scientifique et productif. Et je pense qu'il faut aussi que tout le monde s'y mette parce qu'on n'aura pas de consensus si derrière on considère que la bonne manière de faire de la mine légale serait d'alléger les contraintes environnementales ou sanitaires qui sont les seules qui permettent en quelque sorte d'expliquer que c'est meilleur de l'installer que des activités aujourd'hui illégales qui utilisent le mercure ou autre. Il nous faut, en parallèle de ça, d'abord bien définir ces sites, avoir de la visibilité. Comme ce matin on l'évoquait sur l'agriculture, ce sont des structures aujourd'hui relativement fragiles, artisanales. Il faut donner de la visibilité et accompagner les artisans, et les TPE et PME qui sont prêts à s'installer sur ces sites. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.